On va parler maintenant de ce qu'on appelle la République des copains, parce que finalement le nouveau monde qu'on nous avait promis ressemble à s'y méprendre à l'ancien monde. Emmanuel Macron ne sera plus président d'ici quelques mois et donc il place des proches à des postes extrêmement stratégiques. On va faire le point justement avec Augustin Donadieu. Qui sont ses proches? Où ont-ils été placés? Écoutez. Le 2 mai 2027, Emmanuel Macron quittera le palais d'Élysée, non sans laisser derrière lui des proches issus de la gauche à des postes clés de l'État. Dernière nomination en date, Christine Mauguier, nommée pour 5 ans à la présidence de la section du contentieux du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française. Haute fonctionnaire de carrière, elle a été directrice de cabinet de Christiane Taubira, alors garde des Sceaux sous François Hollande. Son rôle dorénavant, examiner les projets de loi avant leur présentation au Conseil des ministres ou encore rendre des avis juridiques sur les projets du gouvernement. Une femme de gauche, tout comme 3 autres proches d'Emmanuel Macron, à commencer par Richard Ferrand, soutien de la première heure d'Emmanuel Macron en 2016. L'ancien patron du parti présidentiel est devenu ministre puis président du Conseil constitutionnel. Il veille dorénavant au respect de la Constitution et contrôle les lois votées dans le pays. Stéphane Séjourné, considéré comme l'un des plus proches collaborateurs politiques du président, est aujourd'hui commissaire européen, nommé par le chef de l'État après avoir occupé les postes de conseiller d'Emmanuel Macron dès 2014, puis ministre 10 ans plus tard. Même parcours pour Clément Beaune. L'ancien député du parti présidentiel est passé par le ministère chargé de l'Europe ou encore celui des Transports, avant d'être battu aux législatives de 2024, mais nommé haut commissaire à la stratégie et au plan l'année suivante par le président de la République. La nomination d'Amélie de Montchalin est peut-être la plus sensible. Députée du parti présidentiel, elle devient ministre chargée des comptes publics avant d'être désignée première présidente de la Cour des comptes. Elle se retrouve aujourd'hui à contrôler les finances publiques du pays, alors qu'elle a elle-même préparé et exécuté le budget de l'État quelques mois auparavant. Oui, alors qu'est-ce qu'un copain, Rachel? On va se débat sur un autre plateau. Mais effectivement, oui, non, mais sur la question. Qu'est-ce que l'amitié, Rachel? Sur la question des proches, non, mais en revanche, plus globalement, Lara Tchékov, bon, ça c'est globalement toujours fait. Le but n'est pas de dire qu'Emmanuel Macron est le seul à le faire. En revanche, ces postes stratégiques, les Français ont du mal parfois à comprendre pourquoi une Amélie de Montchalin, un Stéphane Séjourné, un Clément Beaune ont besoin de postes aussi stratégiques, aussi valorisants, parce qu'ils ont servi un pouvoir, certes, mais un jour, il faut savoir partir. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'aucun parti politique ne pourra librement appliquer son programme, en fait, si toutes ces personnes qui gravitent dans l'écosystème et dans l'entourage d'Emmanuel Macron sont à la présidence de ces institutions. Et donc, par conséquent, c'est pourquoi le Rassemblement national agite la carte du référendum et gouvernera certainement par référendum, ordonnance ou décret, etc. Quand bien même le référendum, on ne peut pas l'utiliser comme on veut. Enfin, ça, c'est un autre sujet. Mais pour répondre à votre question, le fait qu'Emmanuel Macron utilise effectivement cet arsenal d'entourage qu'il a autour de lui pour les placer à la tête de postes importants ne date pas d'hier. Il y a un véritable effectivement écosystème autour de lui qui date, on avait vu déjà au moment de la vente d'Alstom, qui financièrement, en fait, la vente d'Alstom avait bénéficié à son entourage. Je pense à des banquiers, à des cabinets de conseil, à des cabinets de communication, etc. Ces mêmes personnes qui ont d'ailleurs levé des fonds pour financer la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Donc là, effectivement, on voit que toutes ces personnalités sont bien enracinées à la tête de ces institutions. Amélie de Montchalin, elle peut rester en poste jusqu'à l'âge de ses 68 ans. Donc quand même, je sais pas, moi ça me choque en tout cas. Et par ailleurs, il y a aussi des postes qui sont moins visibles au sein duquel Emmanuel Macron a nommé des personnalités. Je pense par exemple à la tête de l'Institut du monde arabe où c'est Anne-Claire Legendre qui était auparavant au Quai d'Orsay, qui a été propulsée là-bas après le départ de Jack Lang. Et ce qu'on a bien pu voir, c'est que, en fait, à partir du moment
où ces personnes-là, qui sont proches de Macron, président des institutions comme par exemple le Conseil constitutionnel, eh bien en fait, dès que sera votée au Parlement une loi qu'ils jugeront un petit peu trop répressive, eh bien en fait, ils la censureront. Comme c'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé, Oui, je pense évidemment à la loi Attal qui a été en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel portant sur la justice des mineurs. Je pense à la censure du Conseil constitutionnel sur la disposition principale de la loi Bruno Retailleau, vous savez, qui visait à allonger la durée de maintien en CRA de 90 à 120 jours pour les étrangers jugés dangereux. Je pense à la loi immigration également, où plusieurs articles ont été censurés. Et puis la loi narcotrafic également, où plusieurs outils ont été censurés aussi au nom de libertés fondamentales. Rachel, la différence, c'est de se dire, est-ce que c'est un simple placement de proches pour service rendu, ou on a aussi l'impression que c'est un moyen pour un pouvoir qui sait qu'il arrive à son terme de continuer à exister autrement. Ça ne sera plus un pouvoir politique au sens, on vote des lois, etc. C'est un pouvoir politique un peu au-dessus. C'est-à-dire qu'on peut continuer à exercer ses idées, à exercer ses pressions en ayant des postes stratégiques avec, comme vous le rappeliez, des nominations qui parfois en plus courent sur extrêmement longtemps. Oui, c'est comment on investit finalement son réseau d'influence, comment on travaille sa stratégie d'influence. Alors après, ça s'est toujours vu, quel que soit le parti politique, quel que soit le bord politique, de cette stratégie de recaser. Moi, je ne sais pas si on peut qualifier de copain. Le président de la République, il a énormément de personnes qu'il connaît. Oui. Le problème des citoyens, ce sont plutôt les coquins, c'est-à-dire des personnes qui ne seraient pas compétentes pour être à ces postes-là. C'est là, en fait, où le collectif et notre société peut avoir un problème. Si, effectivement, les personnes sont des hauts fonctionnaires, des personnes compétentes, des personnes sur leur sujet, ça va. Si ce sont des personnes qui n'ont rien à voir avec le sujet et qui ne font pas avancer par rapport aux enjeux et aux défis qui sont en présence, là, c'est plus problématique. Est-ce qu'il y a un problème parfois de compétences sur ces postes, Louis Dragnel, où on se dit, après tout, oui, ce sont des proches d'Emmanuel Macron, mais il y a une certaine logique, ces personnes peuvent prendre ce poste en ayant les compétences vraiment nécessaires. Alors, moi, je comprends que ça puisse choquer. Ensuite, vous savez, il y a deux catégories de fonctionnaires. Il y a ceux qui sont nommés en Conseil des ministres et ceux qui ne sont pas nommés en Conseil des ministres. Quand vous êtes nommé en Conseil des ministres, toutes les nominations qui sont faites actuellement par Emmanuel Macron, n'importe quel prochain président ou présidente peut toutes les révoquer et nommer quelqu'un d'autre à la place. Donc il faut aussi, oui, on voit bien qu'Emmanuel Macron est en train d'essayer d'organiser une sorte de, pas de contre-pouvoir, mais un moyen en tout cas d'avoir à la fois des capteurs et de résister à la politique qui pourrait être mise en œuvre, mettons les pieds dans le plat, par éventuellement Marine Le Pen. Donc il y a deux postes très importants où tout a déjà été pourvu. C'est le Conseil constitutionnel et Richard Ferrand. Ça, pour le coup, Marine Le Pen ou n'importe qui d'autre ne pourra pas y toucher. Et, sauf s'il y a un référendum, mais c'est très compliqué. Oui. Et la Cour des comptes, Amélie de Montchalin, dont vous avez parlé tout à l'heure, Lara Tchekhov. Tout le reste, le président ou la présidente, peut d'un coup de plume, d'un trait de plume, dénommer et nommer quelqu'un d'autre à la place. C'est quelque chose qui a été assez peu fait ces dernières années par les différents présidents de la République parce qu'on considérait qu'il y avait la préservation du respect d'un certain nombre d'équilibres d'un président à l'autre. Moi, je pense que la prochaine présidentielle nécessitera de vraies ruptures et donc le prochain président ou la prochaine présidente devra créer ce qu'on appelle un spoil system à la française parce qu'on est dans une période où on ne peut plus se permettre d'avoir des gens qui font de la résistance, des gens qui freinent. Et moi, je pense que quel que soit d'ailleurs le pouvoir en place, il faut que le président ou la prochaine présidente de la République puisse avoir à sa main toute l'administration, parce que sinon, vous êtes dans la situation actuelle où vous avez des ministres qui passent leur vie à se plaindre de leur administration et qui disent « mais on peut rien faire, on peut rien faire ». Bien voilà, pour les libérer, il faudrait faire ça. Et ensuite, voilà, il y a un deuxième sujet, c'est la question de la compétence et de la crédibilité. Par exemple, cette dame dont on parlait tout à l'heure, en réalité, sa promotion n'est pas, si on est honnête, n'est pas totalement illégitime. Elle vient elle-même du Conseil d'État. Elle était vice-présidente d'une section avant au Conseil d'État. Ce qui choque un certain nombre d'une partie de la classe politique, c'est qu'elle a été pendant 1 an directrice de cabinet de Christiane Taubira. Et donc, elle est présupposée être surpolitisée. En revanche, moi, ce qui me choque aussi, mais qui se voit peut-être un peu moins, ce sont toutes les nominations de gens qui connaissent rien au fonctionnement de l'État, qui sont nommés dans le corps préfectoral, qui sont nommés dans les plus hautes fonctions de l'État
et simplement parce qu'ils ont servi Emmanuel Macron. Et donc, il n'y a plus aucune notion du service public, de la continuité de l'action de l'État. Et jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, il y avait quand même une certaine notion du service public. Emmanuel Macron a cassé les grands corps de l'État. Et l'illustration de cette rupture qu'a provoqué Emmanuel Macron, c'est justement d'avoir essayé de nommer des gens qui n'avaient rien à voir avec une fonction. Et il s'est dit, alors ça c'est très Startup Nation, il n'y a que des incapables, donc on va nommer quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça, et ça va bien se passer. Beaucoup mieux. Je peux vous dire que, je prends un exemple, dans le corps préfectoral, ça a été catastrophique, et une grande partie des nominations qui ont été faites, aujourd'hui tout le monde sait que ça ne se reproduira jamais, parce que c'est un métier qui s'apprend étape par étape. Donc voilà. Il y a un métier qui demande des vraies compétences. On va revenir justement sur Christine Mauguet, vous venez de l'évoquer. C'est donc l'ancienne directrice de cabinet de Christiane Taubira et elle prend la tête de la section du contentieux du Conseil d'État. Alors de quoi s'agit-il ? Pourquoi est-ce un rôle éminemment stratégique ? On fait le point avec Maëva Lamy. Elle est l'organisation la plus puissante du Conseil d'État. La section du contentieux réunit au moins 30% des effectifs de l'instance. Son rôle, juger les conflits entre les citoyens, associations ou entreprises et l'administration. Elle doit vérifier que les décisions de l'État et des collectivités respectent le droit. Elle peut ainsi faire plier un gouvernement, le contraindre à agir ou au contraire l'en empêcher. La section du contentieux est composée de 10 chambres qui ont chacune une spécialité. Exemple, les litiges liés à la santé, à l'école, à l'agriculture, à l'audiovisuel ou encore à la fiscalité. Tous les domaines sont concernés. Ces dernières années, elle s'est par exemple prononcée sur des dizaines de requêtes pendant la crise Covid. Elle a aussi demandé à l'État de renforcer son action contre le changement climatique. En matière politique, elle est régulièrement saisie durant les périodes électorales pour examiner des recours liés à l'organisation des scrutins. Le choix de son président est donc hautement stratégique, d'autant plus qu'il est nommé pour un mandat de 5 ans, inamovible. Muriel Waknin-Melki, on parlait tout à l'heure des Français qui veulent avoir confiance en leur justice, en leurs institutions. Et c'est vrai que les Français ont appris aussi à découvrir un petit peu quel était le rôle du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État. Et ils se disent, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus politiques. Et là, pour le coup, il n'y a aucune notion de démocratie. Les Français ne choisissent pas ceux qui sont, par exemple, nommés au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État. Et là, il y a aussi une petite rupture de confiance, ou même voire une défiance sans doute des Français. Alors, il y a une rupture de confiance, c'est certain. Et puis, il y a une surinformation. C'est-à-dire que ce type d'information, il y a encore 15 ans de ça, on ne les avait pas. Ce n'était pas accessible au grand public. Désormais, les réseaux sociaux, les chaînes d'information, des informations sortent et les Français savent ce qui se passe et comment ces postes sont attribués. Moi, j'ai toujours été... En fait, je me suis toujours demandé s'il ne faudrait pas procéder à des votes pour ces postes qui sont si importants et qui sont si stratégiques. Conseil constitutionnel, Conseil d'État, c'est la clé en fait. C'est la clé de voûte de notre fonctionnement sociétal, pas qu'en justice. Pour tout le fonctionnement de la société, ce sont les instances qui prennent les plus grandes décisions et qui valident ou non ces décisions-là. Donc elles donnent des axes, elles donnent des directions. Et ces directions-là, elles sont fondamentales pour la manière dont fonctionne notre société. Et c'est vrai que lorsque on voit comment les postes sont attribués, encore une fois, sans remettre du tout en cause les compétences des personnes. Oui, c'est vraiment le mode d'attribution. Le fait est que c'est au moment de sa sortie que le président sortant va nommer les personnes qui vont rester en place, et vous l'avez rappelé, pour 5 années, elles sont inamovibles. Se poserait peut-être la question de savoir s'il ne serait pas plus judicieux soit de changer cette règle et de permettre au président entrant de faire lui-même sa propre équipe. Parce que moi, je considère que la France est comme un bateau et que si on veut naviguer, il faut un capitaine et qu'il puisse choisir son équipage. Et là, c'est compliqué, c'est forcément compliqué. Nous verrons comment les choses se dérouleront après les élections. Mais c'est vrai que ce sont des pistes peut-être de réflexion, savoir s'il ne faudrait pas faire évoluer nos modes de désignation, une élection, ou d'autres modes en tout cas qui permettent au président qui prend les rênes du pays de les prendre avec un pouvoir complet. Voilà. C'est vrai que la question du vote, elle est intéressante, Rachel Kahn, parce que ce que reprochent forcément les Français à ces institutions, c'est leur poids corrélé au fait que les Français n'ont pas choisi ces personnes. Si demain les Français peuvent élire, par exemple, les membres du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, eh bien, si on a un Conseil d'État qui est complètement à gauche, les Français l'auront voulu. Donc on ne pourra plus dire c'est le gouvernement des juges, ça sera un gouvernement
autre, évidemment, mais que les Français auront choisi. Ça apporte aussi une autre légitimité à ces membres du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes. Mais exactement, déjà, je partage ce qu'a dit Muriel sur la question de la transparence aujourd'hui, où plus ça va, plus on est au courant des choses. Mais le mot, en fait, qui ressort sur ce sujet-là, c'est la question de la confiance. On a des questions de confiance à l'Assemblée nationale, et aujourd'hui, est-ce que les citoyens ont confiance dans leurs institutions, et notamment envers cette administration qui peut être là à vie et qui ne suit pas toujours la ligne politique. Lara Tchekhov, un dernier mot peut-être là-dessus. C'est vrai que certains présidents, par exemple François Hollande, avaient plutôt dit « moi, je ne suis pas très partisan de faire ce genre de choses ». Et je le disais en introduction, Emmanuel Macron avait vraiment promis le nouveau monde jusqu'au bout. On voit bien qu'on est exactement sur la même logique. Parce que quand Emmanuel Macron disait il faut faire émerger des personnes, etc., et il faut un nouveau monde de nouvelles pratiques, là, pour le coup, on est vraiment un peu dans les vieilles méthodes, quoi. Oui, c'est vrai, il avait promis de rompre finalement avec les vieux partis. Et on voit bien que ce sont aujourd'hui les ministres battus qui retrouvent des postes, etc. On peut parler par exemple d'Emmanuel Moulin, dont on n'a pas parlé, qui était secrétaire général de l'Élysée, qui se retrouve propulsé à la Banque de France. On peut aussi parler, et je rejoins ce que disait Louis tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que Emmanuel Macron recase en fait des gens qui finalement ont travaillé dans des cabinets ministériels autour de lui. Mais par exemple, vous prenez le nouveau défenseur des droits, qui aujourd'hui, ce sera probablement François-Noël Buffet, qui ce sera lui. Voilà, donc il est sénateur LR, et on constate effectivement qu'il a travaillé au gouvernement Barnier et également au gouvernement de François Bayrou. C'est vrai que là-dessus, en revanche, on le voit, Louis, quand c'est une personnalité qui vient de la droite comme François-Noël Buffet, là, par contre, on voit véritablement toutes les polémiques. On est allé chercher tout le parcours de François-Noël Buffet, qui, effectivement, à l'époque, était contre le mariage pour tous. On voit que ça colle à la chaussure quand c'est une personnalité de droite qu'on essaye de placer quelque part. C'est vrai. Dès qu'il y a une personnalité de droite, là, pour le coup, cette personne n'a pas le droit d'avoir un passé. Et en fait, c'est surtout dans l'autre sens. Quand vous êtes de gauche, vous êtes neutre par principe. Et quand vous êtes de droite, forcément, vous êtes engagé, vous avez des choses sulfureuses, alors que ce n'est pas forcément le cas. S'agissant quand même de François-Noël Buffet, la raison de sa nomination, et on est tous très contents pour lui, mais c'est les coulisses d'un deal. On est très contents pour lui. C'est-à-dire que c'était pour obtenir le vote, au moins la neutralité ou le vote favorable pour la nomination justement de l'ancien secrétaire général de l'Élysée à la présidence de la Banque de France. Donc c'est là les coulisses d'un deal avec des échanges, quoi, le parti Les Républicains. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on dit ça, les Français, le grand public ne supporte plus le sentiment de collusion, le sentiment d'avoir une caste, un système, les petits arrangements, l'entre-soi. Et ce qui est vrai, c'est que ça donne l'impression d'un système qui essaie de se maintenir. C'est un système que nous, journalistes, on côtoie assez régulièrement, qu'on connaît. Et je trouve que ce qui serait, je reviens un peu à l'idée initiale, il serait très sain d'avoir un vrai spoil system. Comme ça clarifie tout. Et moi, je suis favorable à ce que le président de la République soit responsable de toute la politique qui est conduite. Et je ne veux plus entendre un président ou un Premier ministre qui dit « Ah, mais c'est tel directeur, tel sous-directeur qui m'empêche de faire ci, ça, cela. » Oui, la bonne excuse parfaite, je ne peux pas. Exactement, parce que pour moi, en fait, un politique qui se plaint de son administration et qui dit « On l'a promis aux Français, mais on ne peut pas le faire parce que -4 ne veut pas le faire », pour moi, en fait, l'administration a un chef, c'est le politique. Et si le politique, si le politique ne peut pas mettre en application ce pourquoi il a été nommé ou élu, à ce moment-là, il faut virer, il faut sortir les gens de l'administration qui ne veulent pas appliquer ce que le politique a décidé de faire. Et je pense que c'est aussi comme ça que les Français trouveront que les politiques sont un peu plus efficaces. Et comprendront peut-être mieux ce qui se passe. Il faut assumer de nommer et de sortir. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera.